Chers amis de thé francophones, bonjour. Bienvenue à un nouveau cours de thé avec moi, Stéphane Herler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique en ligne tea-masters.com. Que vous soyez en France, en Navarre, au Luxembourg, au Québec, à Mayotte, en Guyane, à La Réunion, bienvenue à ce nouveau cours. Et peut-être même vous êtes en Polynésie, n'oublions pas nos amis polynésiens. Alors, aujourd'hui, nous allons passer de nouveau à la troisième partie de notre cours sur la porcelaine à partir de ce livre, The White Road, A Journey into an Obsession. Désolé, vous le voyez à l'envers. Donc, c'est un livre écrit par un céramiste anglais, Edmund de Waal. Et nous avons déjà vu les deux premières parties. Si vous me suivez maintenant en live, restez et puis on continuera. Et vous pourrez voir les deux autres parties si vous ne les avez pas encore vues sur YouTube. Et si vous êtes sur YouTube et que vous tombez d'abord sur cette vidéo, je vous conseille de regarder d'abord les deux premières parties dans l'ordre. Cela fait plus de sens d'aller dans un sens chronologique que de voir ça dans le désordre. Donc, la première partie était consacrée à la porcelaine de Chine, à Jingdezhen. C'est là que la porcelaine a été inventée. Ensuite, l'autre auteur s'est intéressé au début de la porcelaine en Europe, en Allemagne, à Meissen. Et maintenant, dans cette troisième partie, il se consacre au début de la porcelaine en Angleterre. Vu qu'il est anglais, il ne va pas faire tous les pays, je vous rassure. Il aurait pu faire la France, l'Espagne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, enfin bon, il aurait pu faire tous les pays d'Europe, mais non, il s'est concentré sur les premiers en Europe et maintenant sur l'Angleterre. Mais déjà ça nous fait pas mal de choses à voir. Et bonjour Valérie, merci de te joindre à nous. Donc on va commencer tout de suite maintenant par ce... en fait, on va voir un jeune homme qui s'appelle William Cookworthy, qui est un pharmacien, un petit peu comme Butcher, le découvreur de la porcelaine à Dresden, à Meissen. C'était aussi un pharmacien. Et donc là aussi, on a un pharmacien qui est Quaker, qui est d'une religion un petit peu particulière, un peu stricte. Il a donc un petit peu d'argent pour pouvoir être commerçant et vendre de la pharmacie, mais il a une famille nombreuse aussi, comme souvent à cette époque-là, et donc pas tellement d'argent que ça, mais il est très intéressé par les nouvelles du monde, il est avide de livres, et en 1736, donc on est déjà plus de 20 ans après la découverte de la porcelaine à Meissen, il lit un livre de Du Halde qui s'appelle The Great Book on China. Et dans ce livre sur la Chine, notamment, on y publie les deux lettres du père d'Entrecolle, ce jésuite qui a fait ces deux lettres, où il détaille la production de la porcelaine à Jingdezhen. Donc dans ce livre sur la Chine, il y a tout un paragraphe, tout un chapitre en fait, sur la production de porcelaine et qui vraiment intéresse au plus haut point ce pharmacien, William Cookworthy. Et déjà, très rapidement, il va avoir une intuition que le kaolin qu'on décrit dans ce livre peut également être trouvé en Angleterre, et notamment à Cornwall, dans le sud-ouest de l'île. Alors, il n'est pas le premier, ou bien il n'est pas le seul céramiste en Angleterre. Il y a d'autres personnages comme Josiah Wedgwood, Robert Brown ou bien Alexander Lind qui font déjà un petit peu des choses dans ce domaine. Mais à l'époque, ce qu'ils font, ça ressemble plus à la porcelaine de Saint-Cloud ou de Rouen en France, au moment de Louis XIV quand il fait son Trianon de la porcelaine. Ce n'est pas encore de la vraie porcelaine, c'est une contrefaçon, une porcelaine un peu crémeuse
comme cette cruche que m'avait envoyé Michel François. Donc on voit que la glaise n'est pas en porcelaine, c'est une glaise rouge, mais l'émail est blanche, crème, et cet émail donc peut faire illusion et faire penser à de la porcelaine. Donc pendant très longtemps, il y a déjà des fabriques qui font cette contrefaçon de porcelaine euh, en, en Angleterre, notamment donc peut-être le plus connu, c'est Wedgwood, mais il y en a encore d'autres. Et par contre, William Cookworthy, c'est le premier qui, dès 1745, a, a réussi à faire des tests et a pu produire de la vraie porcelaine anglaise avec de la terre anglaise qui vient donc de Cornwall. Et il l'écrit à un chirurgien, également Quaker, et pour lui demander aussi un petit peu d'argent pour investir dans ce business dans lequel il croit. Euh, et parce il est le premier, il est le pionnier à avoir découvert ces pierres de Cornwall qui permettent d'être transformées en kaolin et donc en porcelaine ensuite. Entre-temps, par contre, sa femme, elle meurt. Et notre auteur, vraiment, il s'attarde beaucoup sur l'aspect psychologique, personnel, familial, de tout ce qui se passe dans cette vie de pionniers, de personnes qui essaient euh, d'ouvrir la voie de cette porcelaine. Et bon, il y a trop de détails donc si vous êtes intéressé par ces détails, je vous invite à lire le livre en long et en large. Parfois, ça saute un petit peu du coq à l'âne. Donc, ce n'est pas un livre qui nous donne une histoire. Tiens, tel jour, il s'est passé telle ou telle chose et on a fait telle ou telle découverte. Ensuite, on a passé à ça. Non, c'est une histoire vraiment très personnelle. On chemine avec William au jour le jour. Par exemple, là maintenant, dans les années 1745 et plus, il devient veuf. Hein, sa femme meurt de manière un petit peu soudaine et assez jeune. Et, et cette aventure, parce qu'il reste pharmacien comme boulot principal, euh, mais cette obsession de la porcelaine continue à l'habiter, peut-être encore plus maintenant que sa femme est morte, et un petit peu comme c'est une obsession pour faire un deuil, c'est essayer d'arriver à obtenir quelque chose de très pur, euh, à un absolu, et rejoindre à travers le blanc cette couleur pour lui du deuil et peut-être également de l'espoir, essayer d'arriver en obtenant cette porcelaine à rejoindre sa femme et son amour qui maintenant est blanc absolu. Et en fait, ça me fait penser que dans la culture chinoise, également japonaise, asiatique en général, le blanc est la couleur du deuil. Hein. On donne des couleurs, de l'argent dans des enveloppes rouges au Nouvel An pour des moments festifs, mais au moment des deuils, au moment des cérémonies de funérailles, on va donner de l'argent dans une enveloppe blanche. Le blanc va également être une couleur du deuil pour en mettre des fleurs blanches pour symboliser le deuil en Asie. Et donc cette obsession du blanc, d'après moi, il y a quelque chose de ce même ordre-là. Et d'après Edmund de Waal aussi, euh, c'est un blanc de deuil qui le pousse comme ça. Alors, dans ces années 1740, on entend également parler d'une pierre blanche qui vient de Caroline, dans les colonies, et qui vient de la nation Cherokee. Ça, c'est une information qui circule en Angleterre à cette époque-là, et que cette pierre blanche peut également être transformée en porcelaine. Et en août 1765, Wedgwood, cette fois-ci, il demande à un de ses partenaires d'aller justement en Caroline pour chercher cette pierre blanche afin d'avoir le meilleur matériel possible pour réaliser
ses productions de tasses, de théières, parce qu'entre-temps, en fait, il a réussi un super coup marketing. Il a réussi à fournir un set de thé à la reine Charlotte et il a eu le droit ensuite aussi d'utiliser le nom de fournisseur de la reine, fournisseur royal, pour vendre ses produits. Et donc, il devient vraiment un grand succès grâce à cette imprimature royale, un fournisseur de la reine. De nos jours, ça sonne déjà bien. À l'époque où la royauté avait encore plus de puissance et de prestige, ça sonnait encore mieux. Et cela malgré le fait qu'il n'avait pas encore vraiment de la vraie porcelaine, hein, au contraire de William Cook-Worthy. Mais William Cook-Worthy, il n'avait pas ce côté fabricant. Hein. C'était plutôt l'inventeur qui fait des petits essais avec un petit four pour arriver à faire de la porcelaine avec cette pierre. Mais il n'a pas les installations pour fabriquer en masse et du coup il n'a pas non plus cette expérience pour transformer la glaise en objet. Et une fois qu'il a mis au point un petit peu cette glaise, ce kaolin en Angleterre avec cette pierre de Cornouailles, il a, il a plein de problèmes qui se posent à lui parce qu'il lui manque cette expérience. Et il va vraiment d'un problème à une autre, d'une défaite à une autre. Manque de capital aussi pour réaliser des expériences plus concluantes. Un des problèmes par exemple qu'il va avoir, c'est en n'ayant pas assez d'argent, il ne peut pas s'acheter de bons charbons pour son four, et du coup étant un petit peu en voulant faire du cost cutting, hein, en voulant réduire les coûts, il achète du bois à des anciens docks, donc du bois de navires qui ont été retirés du service, et ces navires qui ont vogué à travers toutes les mers du monde ont deux problèmes. Un, leur bois est beaucoup trop humide et il contient beaucoup de sel marin. Et à cause de ces deux choses-là, la cuisson de ces pièces est une catastrophe, hein, et elles sont pratiquement toutes à jeter. Donc il y a une perte de nouveau de matériel, une perte de temps, de fabrication. Et là, il est de nouveau près de la ruine. Et donc là, euh, je vois que Edmund de Waal, il s'identifie à cette vie très difficile de quelqu'un qui veut créer du neuf. Et quand tu es un petit artisan, que tu n'as pas tellement de moyens, chaque, chaque échec vraiment peut tout remettre en cause et met en péril la survie de ton business. Donc c'est vraiment très très difficile. Il y a des moments, des passages où vraiment on a de la sympathie, de la compassion pour William qui n'y arrive pas, pendant que des hommes d'affaires comme Wedgwood, eux, pratiquement tout leur réussit grâce à leur réussite commerciale. Les bons tuyaux viennent d'abord à lui, et il a du coup beaucoup d'avantages. Il a aussi du flair avec cette porcelaine qui vient de Caroline, donc de montagne de la nation Cheyenne, non, Cherokee. Donc il y a un contraste là entre le petit céramiste et le gros homme d'affaires qui réussit à monter ce business. Et on voit tout à fait que Edmund de Waal, petit céramiste, lui s'identifie bien plus à William Cook-Worthy qu'à Josiah Wedgwood. Je commence un petit peu à avoir soif, alors j'ai envie de boire un petit peu
un petit houlong. Ça, c'est un peu mon avantage. Et cette fois-ci, je vais le faire dans une théière en argent. Tiens, fait penser que j'ai le couteau. Ouais. Alors, je vais de nouveau me boire mon Alishan de Jiangshuru du 2 mai de cette année. Donc il a été cueilli il y a même à peine 2 semaines. C'est tout frais. Ça vient de sortir. On va pas prendre trop de feuilles parce que avec une théière en argent, la conductivité de l'argent permet de sortir plus d'arômes des feuilles. Et donc moins de feuilles suffisent, sinon l'infusion risque d'être rapidement trop forte. Voilà un petit bout de tissu pour pas me brûler les doigts. Presque bonne. Et cette histoire de William Cook-Worthy, moi, ça me fait beaucoup penser à l'histoire des céramistes contemporains que je connais, Michel François et Jacob Bodeli, qui sont amis aussi tous les deux d'ailleurs, et qui vraiment aussi ont leur lot de problèmes. Ils ont des vies très difficiles, c'est déjà un métier très prenant, déjà très physique, de faire de la poterie, de la céramique. Mais il faut vraiment porter de la glaise qui est très lourde. Hein. Il faut la faire sur le tour. Ensuite, les hautes températures du four. Être attentif, avoir des risques. Bon, maintenant, les fours, ils sont bien plus faciles à opérer que les fours au bois ou bien au charbon d'antan, maintenant avec l'électrique. Mais quand même, il y a quand on va à plus de 1200 degrés pour réussir une cuisson de porcelaine, il y a toujours des choses un petit peu difficiles à prévoir. Il y a aussi maintenant la porcelaine devenue un tel objet de masse que c'est difficile pour eux de trouver le bon équilibre entre le produit fait à la main euh, et puis le produit qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, et puis le produit qui va être artistique et très très cher, et donc qui n'est plus à la portée des gens. Donc je, je sais pour les côtoyer de manière assez régulière que leur, ils ne roulent pas sur l'or déjà, hein, donc et ils ont vraiment beaucoup de passion pour continuer à aller dans cette voie et avoir envie de créer des objets pour nous. Donc on a vraiment de la chance d'avoir des céramistes comme ça qui travaillent la porcelaine. Euh, Autant je ne suis pas tellement bon, pour la poterie, parce que souvent la poterie, la glaise, elle a des pores qui sont trop gros, et donc il ne convient souvent pas au thé très très fin que nous faisons. Mais la porcelaine, c'est quand même le niveau, le, le- le meilleur niveau pratiquement de céramique, hein, au niveau de la pureté, au niveau de la finesse, au niveau des couleurs aussi.
Donc et là il y a beaucoup d'objets qui font beaucoup de sens pour nous, hein, que ce soit les tasses, bien les jarres. Ça, c'est un vase qui a été fait par Jacob Bodilly. Les autres objets sont plus de Michel. Les trois coupes ici, la jarre que vous connaissez, et ainsi que ce bol. Hmm. Donc quand je lis ce livre et que je vois tous les problèmes que rencontre William Cockworthy, d'ailleurs en 17, donc on voit qu'il a commencé en 1735 et ce n'est qu'en 1768 qu'il arrive à recevoir un patent, euh, quelque chose qui lui donne un monopole d'utiliser la pierre blanche de Cornouailles pour faire de la porcelaine en Angleterre. Donc il a un privilège royal pour l'exploitation de cette pierre, mais avec tous les problèmes qu'il rencontre, il n'arrive quand même pas à percer et à créer les belles porcelaines qu'il devrait pouvoir créer maintenant avec cette pierre. Et quelques années après, ça l'oblige à vendre son business à Richard Champion, qui est aussi plutôt un homme d'affaires qui avait plusieurs bateaux, qui faisait du commerce entre l'Angleterre et les colonies. Donc il avait un peu plus d'argent. Il a pu injecter un peu plus de capital dans une nouvelle fabrique qui passait de Plymouth à Chelsea, mais il n'avait pas assez d'expérience non plus dans la fabrication. Donc lui aussi commençait de zéro au niveau euh, du process et il n'a pas réussi à rattraper Wedgwood qui lui avait donc maintenant accès à cette porcelaine de Caroline de chez les Indiens. Hmm. Et lorsque ce monopole devait être renouvelé, Wedgwood, lui, il a été très très rusé et il a argué que il ne fallait pas renouveler ce monopole pour la firme de euh, Cookworthy Champion, mais qu'il fallait l'ouvrir et laisser tous les potiers et céramistes d'Angleterre utiliser cette pierre de Cornouailles parce que Cookworthy et Champion n'avaient pas réussi à en faire bon usage. Ils n'avaient pas réussi à faire de la porcelaine avec cette pierre de Cornouailles. Et finalement, il va réussir dans cette entreprise, mais rusé, homme d'affaires comme il n'a pas crié vraiment sur tous les toits que maintenant sa porcelaine venait d'Angleterre et de Cornouailles. Il préférait garder un profil bas là-dessus et continue à dire que sa porcelaine vient de Caroline, vient des Amériques, de cette nation Cherokee avec laquelle il faut faire des contrats, des échanges, du troc, et donner un- une impression que cette porcelaine est vraiment très très rare et très très précieuse, qu'elle vient de très très loin, afin que les clients aient une plus grande impression de valeur dans cette porcelaine. Parce qu'effectivement, si on leur dit maintenant, en fait, ça vient d'une pierre tout à fait banale qu'on trouve à foison en Cornouailles, euh, ils vont peut-être moins avoir envie de payer très très cher pour cette porcelaine. Voilà, donc on voit aussi, peut-être c'est aussi pour ça que Edmund de Waal il est plus du côté William Cookworthy, qui a essayé de faire de la porcelaine 100% anglaise et qui voulait être
fier et qui voulait vraiment le crier sur tous les toits que sa porcelaine est anglaise, alors que euh, Wedgwood, lui, était beaucoup plus rusé et malin de ce côté-là. Bonjour Anne-Marie, merci de te joindre à nous et puis merci pour ta commande cette semaine. J'espère qu'elle viendra rapidement, hein. Donc j'en profite pour vous rappeler que les oolongs de haute montagne de Shanlinchi et d'Alishan sont disponibles. Celui de Jiangshuru, c'est en fait le plus standard, celui qui est le plus frais, le plus fleuri, le plus léger, vraiment le standard des oolongs de haute montagne. Celui de Juefeng, il a une oxydation plus poussée, qui donne vraiment des arômes très très particuliers. Moi j'aime bien, mais la couleur va être un peu plus jaune, plus concentrée. Celui de Shanlinchi aussi un petit peu. Il est un petit peu entre le Shanlinchi de l'an dernier qui est très très puissant. Cette année il est aussi très puissant. Et puis un petit peu cette oxydation un peu plus forte que d'habitude qu'on a aussi à Juefeng. Mais Shanlinchi étant un petit peu plus haut, récolté un petit peu plus tard que Juefeng, il a des notes un petit peu plus subtiles, un petit peu plus fines, et donc très très bon aussi. Ouais. Par contre, l'an dernier, les deux récoltes de Shanlinchi étaient toutes les deux très très bonnes. Pour ça, j'avais fait un Day 1, Day 2. Par contre, cette année, il a été récolté sur 7 jours, 1er mai, 2 mai et le 7 mai, et il n'y a que le 2 mai qui m'a vraiment plu. C'est pour ça que je n'ai pris que celui-là. Le 1er mai, il était trop peu oxydé. Les feuilles étaient un peu trop petites, très concentrées, mais vraiment trop peu oxydées, donc ça donnait un peu mal au ventre. Et ce, par contre, du 7 mai, la fraîcheur était un petit peu partie. Il avait fait un peu trop chaud entre-temps. Aujourd'hui, par exemple, on est le 16 mai et il fait 35 degrés dehors, hein. Heureusement, j'ai l'air conditionné et le ventilateur qui souffle. C'est pour ça que j'ai pu me mettre en blanc, en manche longue. Mais sinon, il fait déjà trop chaud. C'est pratiquement l'été déjà ici à Taïwan, hein. Mm. Voilà. Euh, Ça va un petit peu conclure notre cours sur la porcelaine de cette semaine. Euh, la semaine prochaine, nous allons faire la dernière partie et nous allons nous plonger dans cette porcelaine des dictateurs, hein, un peu bizarrement, Edmund de Waal, il a eu envie il a rencontré, en tout cas ça a dérangé, de voir que des dictateurs ont apprécié la porcelaine, hein, autant en Allemagne qu'en Chine, et il consacre un petit peu la fin de son livre à cet aspect un petit peu inconnu, dont on parle peu, et forcément c'est pas très ragoûtant de parler de ces pages sombres de l'histoire, mais puisqu'il a eu envie de nous en parler, moi je n'ai rien à cacher, donc nous allons nous pencher là-dessus également. J'espère que vous trouverez ça intéressant. Je vois qu'il y a encore un petit message d'Anne-Marie. Je déguste en ce moment ton Top Oriental Beauty de 2016 dans la porcelaine de Wedgwood et ce thé est devenu encore meilleur. Eh bien, ça me fait très très plaisir, Anne-Marie, de ce commentaire. Effectivement, 5 ans, c'est déjà un certain temps et ça montre que les oolongs, hein, puisque Oriental Beauty ça fait partie des oolongs de Taïwan, sont très très souvent des bons candidats au vieillissement, au mûrissement. Et merci d'utiliser la porcelaine de Wedgwood, ça tombe pile poil pour ce cours. Euh, Comme c'est de la porcelaine, effectivement, c'est un matériel qui est neutre et donc qui permet d'être utilisé avec tout type de thé, hein, que ce soit
des thés verts, blancs, jaunes, ou bien les thés oolong, ou bien les thés rouges, ou bien même les pu'er. Euh, bon, le prochain truc, je ne vais pas lire sur français en anglais. D'accord. Euh, et donc, pensez également à mes amis céramistes, Jacob Bodili et Michel François. Essayez de les soutenir. Si vous lisez ce livre et que vous êtes touché par la détresse ou bien les difficultés des céramistes, vous pouvez penser à eux. Hein, et également à, je pense aussi à... Euh, attends un instant. Ah, j'ai oublié son nom. Ah, j'ai un trou de mémoire soudain. Mon ami céramiste français maintenant dans le nord de l'Europe. Ah, je devrais pas l'oublier, hein. Vraiment désolé. Euh, mais bon, tous ces céramistes en Europe, euh, essayez de les soutenir parce qu'ils font surtout quand ils font des choses pour le thé. Et puis sinon, euh, des vases, ce sont aussi toujours des bons objets qu'on peut mettre sur un chashi et qui font, qui donnent de la beauté, qui donnent du plaisir pour les yeux et donc qui vont nous rendre plus confortables pendant notre thé. Et parce que faire du thé, c'est toujours un éloge à la beauté, c'est un éloge à la vie, et on essaie de faire les choses avec raffinement, avec distinction, avec perfection. Euh, voilà, voilà. Ben, j'espère que ça vous a, ça vous a plu. Non, je parlais pas de Michel François, je parlais de... Ah, papa. David Louveau, de la Guigneraie. Voilà. Désolé, David, parfois on a des trous de mémoire qui vous arrivent comme ça. Donc, lui, il fait un tout petit peu de porcelaine, mais effectivement, j'en ai pas trop parlé dans ce cours parce qu'il se consacre plus à la poterie, à utiliser des terres qu'il trouve sur place. euh, et, euh, et donc il fait un peu moins de porcelaine que ça. Il en a fait un petit peu pour moi, mais j'ai plutôt remarqué que récemment il fait plus des choses autres que de la porcelaine parce que il préfère le côté un peu plus fougueux, un peu plus nature, un peu plus sauvage de l'argile à la porcelaine. Mais sinon, Michel François, effectivement, c'est pour moi mon artiste céramiste préféré. Michel, si tu m'entends, hein, parce que il a une formation de sculpteur au départ, donc il a vraiment une âme d'artiste. Et quand je vois ses productions là, ah, cette superbe jarre qui est blanche que j'ai déjà montré sur mon blog, et le couvercle, elle a c'est ciselé en une fleur et on dirait que pratiquement comme ça, cette porcelaine sans émail, on dirait pratiquement du marbre de Carrare. Hein, et vraiment, ça fait vraiment penser au marbre. Et il m'a dit que avant de faire de la porcelaine, il faisait du travail sur du marbre, hein, des très très grandes pierres, des grandes sculptures, des sculptures de plus d'1 mètre qui étaient destinés à des fondations, vraiment à des institutionnels. Et maintenant, donc on a vraiment le privilège de pouvoir acheter chez lui des objets de tous les jours qu'on peut utiliser, mettre dans notre vie de tous les jours. Et au départ, c'est fait par un sculpteur qui faisait des pièces euh, d'art qui étaient destinées pour des grands musées, des expositions. Donc, ne vous privez pas, allez sur le site de Michel François, vous le trouverez facilement avec une recherche Google. Euh, et cela vous donnera du plaisir et de la beauté et des objets qu'on a envie de garder euh, et dont on a envie de bien prendre soin.
Voilà, voilà. Et n'oubliez pas de boire du thé. Merci beaucoup et bon dimanche et bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye bye.